pour les personnes qui le savent, je me suis formée l'année dernière avec Marie, enfin en réalité l'année dernière, de 2024 jusqu'à cette année-là, jusqu'au printemps, avec Marie-Noëlle Maston, qui est psychologue transgénérationnelle, aptopsychothérapeute. Donc, je me suis formée avec elle en aptopsychothérapie et j'ai découvert son livre qui s'appelle Je ne dors pas et pourtant j'ai tout essayé. Donc, c'est un bouquin qui est un peu, dont le titre est un peu marketing, on va dire, mais qui est d'une profondeur et d'une clarté, on parlait de clarté tout à l'heure, incroyable sur les thématiques en lien avec le sommeil, notamment sur un plan transgénérationnel, mais pas uniquement. En tout cas, moi, ça vibre avec les thématiques que j'aime aborder, puisque moi, je suis vraiment spécialisée autour de tout ce qui va être de l'ordre des mémoires de naissance, des mémoires de vie prénatale et des mémoires transgénérationnelles. Et dans les thématiques liées aux troubles du sommeil, on trouve toutes ces dimensions-là. Donc, elle a fait plein de recherches, Marie-Noëlle, autour de cette thématique du sommeil pour écrire son ouvrage. Et donc, ce qui est ressorti, c'est que, en fait, le système limbique, qui est le cerveau émotionnel et de la mémoire émotionnelle, hein, eh bien, il prend le relais du néocortex, qui va être le cerveau rationnel, pendant le sommeil. La période du sommeil, on va dire que vraiment, c'est le cerveau émotionnel qui va prendre le pas sur le cerveau rationnel. Et notamment, un élément du cerveau émotionnel qui est l'amygdale cérébrale, et l'amygdale cérébrale à ne pas confondre avec les amygdales du fond de la gorge. L'amygdale cérébrale, c'est vraiment euh, une partie de notre cerveau donc, qui va être très très active pendant le sommeil, et c'est cette amygdale-là qui va gérer nos émotions, qui va gérer nos peurs, qui va gérer notre système d'hypervigilance suite à des événements désagréables qu'on ait pu vivre. Bah, tous ces événements désagréables, plus ou moins traumatisants, ils vont s'enregistrer au niveau de l'amygdale cérébrale, et dès que de près ou de loin, on peut vivre une situation qui peut venir réveiller une mémoire de cet événement-là, l'amygdale s'active et nous met en hypervigilance. Voilà. Et donc, c'est cette amygdale-là qui est très active pendant la période de sommeil. Donc ça, c'est hyper intéressant déjà d'avoir ça en tête. Il y a tout un ensemble de psychologues, psychiatres qui ont travaillé autour de l'attachement, et notamment Boris Cyrulnik, il a montré que l'amygdale cérébrale pouvait être hypertrophiée. Ça veut dire qu'elle était plus grosse, qu'elle prenait plus de place et donc qu'elle allait plus régir nos réactions émotionnelles dans notre quotidien quand, quand on a connu un attachement insécure. L'attachement insécure, alors je ferai une causerie autour de l'attachement, je devais en faire une en juin que j'ai dû malheureusement annuler, mais l'attachement, c'est vraiment ce qui va nous lier. Donc l'attachement primaire, c'est l'attachement à la mère, hein, qui nous a portés dans son ventre, qui nous a donné naissance et qui va représenter notre première structure de sécurité, puisque si la mère nous abandonne et que personne d'autre prend le relais, un bébé, il meurt. Donc, l'enfant, le bébé, le tout petit bébé, il a besoin d'un attachement sécure. Un attachement sécure, ça veut dire il a besoin d'observer que sa maman ou, à défaut de la maman, les autres figures parentales qui sont autour de lui répondent à ses besoins, mais tout en le laissant libre d'advenir ce qui va devenir. Et un attachement sécure, ça permet un détachement sécure par la nuit. Voilà. Sauf que Boris Cyrulnik, il a montré que notamment en France, il y avait 30% d'enfants qui ne vivaient pas un attachement sécure. Donc ça, c'est une chose. Et comme l'amygdale cérébrale, elle est hypertrophiée, elle peut être hypertrophiée ou elle, en tous les cas, qu'elle soit hypertrophiée ou pas, comme l'amygdale cérébrale, elle est particulièrement activée pendant les périodes de sommeil, ben ça donne déjà une piste pour aller comprendre ce qui peut se jouer dans les troubles du sommeil. Parce qu'il peut y avoir le sommeil, le fait d'aller s'endormir ou bien d'être endormi. Ça peut venir réactiver tout un ensemble de mémoires émotionnelles plus ou moins stressantes en lien avec cette première période de notre vie
qui est cette période du coup de naissance, la période de l'attachement, détachement des premiers mois de vie, la période gestationnelle, etc. Ce cerveau, je vais y venir et je vais détailler et je vais expliciter, hein. Mais du coup, ce système limbique, ce cerveau des émotions, c'est aussi dans ce cerveau-là et au niveau de cette amygdale-là qu'il va y avoir des restes de souvenirs. D'accord? Mais ça, je viens de le dire. Restes de souvenirs qui remontent à la vie intra-utérine, à la petite enfance. Et ça, c'est ce que je viens de dire, ça peut empêcher ou inhiber le sommeil. La personne, elle a besoin de rester sur le qui-vive, de rester éveillée pour ne pas risquer d'aller réactiver ces mémoires-là. C'est très inconscient, hein, ce processus. Mais voilà, c'est une première chose, c'est le point de départ des recherches de Marie-Noël. Des recherches, je précise, que Marie-Noël a, a effectuées parce qu'elle a reçu dans son cabinet successivement plusieurs personnes qui rencontraient des troubles du sommeil sévères, des personnes qui n'avaient jamais dormi de leur vie ou qui avaient arrêté de dormir à partir. Elle donne l'exemple d'un monsieur qui vient la voir, qui a 50 et quelques années, il a plus dormi depuis l'âge de 2 ans. Depuis l'âge de 2 ans, ce monsieur, il dormait 1 heure et demie par nuit. Il avait été hospitalisé, son sommeil avait été enregistré, analysé et tout. En moyenne, 1 heure et demie par nuit depuis plus de 50 ans. Et une autre dame qui, depuis l'âge de 13 ans, avait arrêté de dormir. Je n'ai pas son âge de cette personne, je ne me souviens plus, mais pareil, elle devait avoir autour de 50 ans. Et donc, comme elle a vu que les accompagnements, notamment avec l'aptopsychothérapie, et l'aptopsychothérapie que Marie-Noël a créée, qui est l'aptopsychothérapie transgénérationnelle, avait apporté une réponse à ces personnes et leur avait permis de recommencer à dormir. Elle a fait tout un ensemble de recherches et puis elle a eu l'élan de publier cet ouvrage. Voilà. Euh, donc, elle a notamment étudié ce qui se jouait dans les terreurs nocturnes, notamment des enfants, mais également des adultes, pour les cauchemars, pour les insomnies, et que ce soit des insomnies où on se réveille à 3-4 heures du matin, donc beaucoup trop tôt, ou des difficultés d'endormissement. Voilà. Ou parfois, on se réveille le matin et on a l'impression qu'on n'a rien dormi de la nuit. Alors, évidemment, là, ce que je vais vous dire, si ça vous arrive une fois de temps en temps, ça ne veut pas dire que vous avez des troubles du sommeil. C'est à partir du moment où c'est chronique, où c'est récurrent et où ça commence à avoir vraiment des effets sur votre vie quotidienne. Donc, ce qu'elle a identifié, c'est qu'il y a notamment 3 dimensions liées aux troubles du sommeil. Trois dimensions inconscientes qui vont être liées à des angoisses particulières. Euh, la première des angoisses, ça va être l'angoisse de séparation. Euh, J'en ai un petit peu parlé avec l'histoire de l'attachement. L'angoisse de séparation, on la vit tous et toutes au moment où on est, hein. Le moment de la naissance, c'est un moment qui est traumatique pour tout le monde, puisqu'on passe d'un environnement chaud, humide, contenant, obscur, à d'un coup un environnement avec des surstimulations dans tous les sens, de la lumière, du froid, du bruit. Enfin, voilà. Donc, et puis où on est séparé euh, de la maman. Et puis où on devient dépendant aussi, parce que finalement, de façon assez paradoxale, dans le ventre de nos mamans, on est plus autonome que quand on en sort, puisque dans le ventre de nos mamans, on n'a pas besoin de dire j'ai faim, j'ai fait pipi dans ma couche, etc. On va dire qu'il y a un système qui s'autorégule, alors que quand on en sort, ben, on devient complètement dépendant. Donc, et comme on l'a dit tout à l'heure, si on n'a plus personne pour s'occuper de nous, eh ben, on meurt quand on est bébé. Donc, l'angoisse de séparation, c'est vraiment une première angoisse qui vient particulièrement affecter la possibilité de dormir sereinement. Et ces angoisses de séparation, alors évidemment, on vit tous la naissance. Donc ça, on va dire que c'est un événement traumatique universel, mais pas traumatique, un événement traumatisant universel, mais duquel on se remet pour la plupart. Euh, Là où ça peut devenir, où ça peut tourner en angoisse de séparation pour les personnes, c'est par exemple dans les cas où il peut y avoir eu des séparations précoces. Donc, soit des naissances difficiles, des naissances qui ont pu être violentes pour la maman ou pour l'enfant, et des naissances où l'un des deux
a pu risquer de mourir, par exemple, ou bien des naissances où on a dû séparer l'enfant de façon prématurée de sa maman. Euh, Si vous avez vous-même des angoisses, enfin au moment des troubles du sommeil, eh ben, voilà, je vous invite déjà à aller lire ce bouquin dans lequel elle explique les choses beaucoup mieux que moi, hein, de façon beaucoup plus claire avec plein de cas et d'exemples à l'appui. Mais je vous invite à aller vous questionner sur l'histoire de votre naissance. Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé au moment de votre naissance? Et puis, dans votre petite enfance, parce que angoisse de séparation, ça peut renvoyer aussi à des moments où on a pu être confié, où on a pu être placé, sorti de la famille pour diverses raisons. Euh, voilà, donc ça c'est vraiment une chose, angoisse de séparation, et derrière les angoisses de séparation, il peut y avoir également donc cet attachement insécure qui se crée et qui va générer des carences affectives. On n'a pas été nourri dans notre attachement comme on en aurait eu besoin. On était soit, alors il y a différents types d'attachement, je vous dis que j'en reparlerai, mais on peut soit avoir senti qu'on n'avait pas de lien avec notre maman ou avec nos figures parentales, qu'il n'y avait pas de lien en fait, qu'on était assez seul, qu'on répondait à nos besoins biologiques, sinon on ne serait plus là, hein, donc ils sont quand même occupés de nous à un moment, mais qu'il n'y avait pas de lien, et ça peut créer la difficulté derrière de rentrer en lien avec d'autres personnes, et donc générer vraiment intérieurement des carences affectives importantes. Et sinon, il peut y avoir d'autres types, c'est que où on peut être en lien avec des parents qui vont tantôt répondre à nos besoins et tantôt ne plus être sécurisant en fait. Et là, ça va créer des attachements ambivalents et c'est souvent ce qui mène à des formes de dépendance affective. Mais je reparlerai de ça un autre jour. Mais c'est pour vous montrer en fait que derrière cette angoisse de séparation qui peut venir profondément troubler le sommeil, il peut y avoir toutes ces histoires aussi, toutes ces dimensions de carence affective. Parce que si j'ai peur d'être abandonnée, eh bien, je ne peux pas m'abandonner au sommeil. Et on dit bien s'abandonner au sommeil. Et par extension, au-delà du sommeil, dans ma vie de manière générale, ça va m'être difficile de lâcher prise. Je vais peut-être avoir besoin d'être dans le contrôle parce que j'ai cette peur viscérale et existentielle de m'abandonner, d'abandonner, parce que dans l'archaïque, si je suis abandonnée, je meurs. Voilà. Et donc, ces angoisses-là de séparation, elles peuvent venir de notre histoire, et ça, elle le montre très bien, Marie-Noël, dans l'ouvrage, elles peuvent venir de notre histoire personnelle, mais elles peuvent aussi avoir été transmises inconsciemment de génération en génération. L'épigénétique montre bien, en fait, que l'environnement dans lequel on évolue vient affecter, façonner la manière dont notre ADN va s'exprimer. C'est comme si notre environnement il vient éteindre ou activer certains de nos gènes. Et ben, du coup, c'est comme ça que tous les chercheurs en épigénétique ont montré comment, sur un plan transgénérationnel, il y a des transmissions qui s'opèrent par ce biais de l'épigénétique sans qu'on ait eu besoin de connaître nos ascendants qui ont pu vivre, par exemple, des séparations traumatiques. Voilà. Je ne sais pas, j'espère être claire. Mais donc, c'est important si vous avez des troubles du sommeil, de revisiter votre propre histoire, déjà d'essayer de vous questionner sur quand est-ce qu'ont commencé mes troubles du sommeil, voir s'il y a un événement particulier qui coïncide à partir de ce moment-là, et puis de revisiter votre histoire de naissance prénatale, et si vous voyez rien de particulièrement impactant dans votre histoire, peut-être d'aller questionner ce qui a pu se jouer sur un plan transgénérationnel, y compris si vous n'avez pas connu les personnes. Voilà. Les troubles de l'attachement et du détachement, euh, quand c'est notamment transmis sur un plan transgénérationnel, ça peut aussi faire que certains parents peuvent avoir de l'angoisse ou de la culpabilité à laisser leurs enfants pour la nuit. Et donc, quand l'enfant il ressent que les parents ils ont de l'angoisse ou de la culpabilité à se laisser, eh ben, il ne peut pas non plus s'abandonner au sommeil. Euh, il peut y avoir des histoires où il a fallu, pour survivre dans l'histoire familiale, créer des liens fusionnels entre mère et enfant
pour protéger l'enfant. Elle raconte une histoire dans son ouvrage d'une femme qui a été abusée dans sa famille. Il y a eu des cas d'inceste très forts. Donc, elle n'arrive plus à faire confiance aux hommes par la suite. Et quand elle a sa fille, elle devient extrêmement fusionnelle avec sa fille. Euh, et lorsque sa fille a à son tour un enfant, cette dame-là va prendre tellement de place dans l'histoire qu'elle laisse plus de place pour le mari. Et ça crée aussi une relation très anxieuse entre la maman et son enfant, donc le petit enfant de cette première dame, qui fait que ce petit enfant, il dort plus de la nuit, il n'arrive pas à dormir, il n'arrive pas à s'endormir. Donc, vous voyez, il y a vraiment, on peut remonter comme ça sur un plan un peu plus transgénérationnel. Donc, je répète, mémoire de naissance, est-ce que la naissance a été dit, est-ce que la gestation a été difficile? Qu'est-ce qui s'est joué pendant la gestation? Est-ce que maman a eu peur d'être abandonnée pendant la gestation aussi? Est-ce qu'il y a eu des risques pour la santé de maman qui ont pu faire croire qu'à un moment quelqu'un allait aussi potentiellement mourir? Qu'est-ce qui s'est joué à la naissance? Les séparations précoces? Qu'est-ce qui s'est joué dans l'histoire familiale? Et du coup, on arrive aux deux autres dimensions des angoisses qu'elle identifie, Marie-Noël, dans son ouvrage, une angoisse, l'angoisse de mort. Et là, en fait, elle monte en remontant dans la mythologie. Et moi, j'aime bien la mythologie et je trouve que c'est intéressant. Parce que dans les mythes fondateurs aussi de notre civilisation, je dirais, dans la mythologie grecque, Hypnos et Thanatos, donc le sommeil et la mort, ce sont des jumeaux. Ce sont les fils de Nyx la nuit. Donc, pour l'inconscient, dormir, ça équivaut à mourir. Donc, dormir, accepter de s'endormir, ça peut venir réveiller des angoisses de mort. Bon, d'ailleurs, on dit bien le sommeil, c'est la petite mort. Une personne qui décède, c'est son dernier soupir, c'est son dernier sommeil. Vous voyez, il y a toute cette dimension-là. Donc, dans l'inconscient, dormir, c'est perdre le contrôle sur sa vie. Et donc, les insomnies, ce que ça peut servir, c'est le fait de rester en vie, d'éviter la pulsion de mort, d'éviter de se confronter à la pulsion de mort et de rester en vie. Et là, ça va être particulièrement intéressant d'aller regarder ce qui se joue dans le transgénérationnel, parce que ça peut renvoyer justement à cette troisième dimension qui vient, enfin, ça peut renvoyer à des deuils non faits dans l'histoire personnelle, mais aussi à la troisième dimension qui est des angoisses transgénérationnelles, des deuils non faits dans l'histoire transgénérationnelle. Donc, par exemple, elle raconte également l'histoire d'une personne qui a 70 ans, 77 ans, qui était une personne extrêmement active, dynamique, et qui, à partir de 76 ans, arrête de dormir et perd totalement en énergie de vie et elle ne peut plus dormir. Elle fait plein d'insomnie. Et en fait, en remontant dans l'histoire, cette dame-là a dû accueillir sa propre maman chez elle à 76 ans parce que sa maman a eu un problème de santé et elle ne pouvait plus rester vivre chez elle. Elle l'a accueillie chez elle et cette maman-là, elle s'est laissée mourir en fait. Et donc, cette dame de 77 ans, elle vit ce qu'on appelle, donc déjà, elle a beaucoup de culpabilité par rapport à sa maman, et elle vit ce qu'on appelle un syndrome anniversaire. Sa culpabilité, elle l'amène à vivre un syndrome anniversaire. Le syndrome anniversaire en transgénérationnel, ça va être le fait de répéter au même âge ou à une même date ou à une même période de l'année qu'un drame qu'on n'a pas réussi à digérer, et bien quelque chose de similaire. Donc, sa maman est morte à 77 ans. À partir de 77 ans, cette dame-là, elle ne peut plus dormir. Vous voyez? Donc, c'est un petit peu résumé de façon un peu brève, mais voilà ce que c'est qu'un syndrome anniversaire. Donc, je vous invite aussi, si vos troubles du sommeil ont commencé à un moment précis, à un âge précis, peut-être à aller revisiter l'histoire familiale pour voir ce qui a pu se jouer à cet âge-là, à cette date-là, pendant cette temporalité-là. Est-ce que ça renvoie à quelque chose? Elle raconte aussi l'histoire. Alors, ça peut renvoyer à des syndromes du gisant aussi, hein. Les syndromes du gisant, de la même manière, ça va être des décès qui ont été, qui sont des décès injustes, des décès injustifiés, des décès injustifiables dans l'histoire familiale. J'ai fait une vidéo sur le syndrome du gisant aussi, donc je ne vais pas rentrer dans le détail, mais des décès, c'est souvent des décès d'enfants ou de personnes jeunes ou de mamans ou de papa, voilà, de parents, d'enfants ou de personnes jeunes dont le décès n'est pas acceptable et dont on n'arrive pas à faire le deuil. Et quand dans des histoires familiales, il y a comme ça des histoires de deuil qui ne peuvent pas être faites,
eh bien, il est fort probable que dans la descendance, il y ait des personnes, des enfants ou des adultes, des enfants qui deviendront des adultes, qui viennent rappeler d'une manière ou d'une autre. D'accord, pas de souci, Catherine, merci beaucoup. Je vois qu'elle a un petit message, je suis obligée de vous quitter. Belle journée à vous. Des enfants ou des adultes, des enfants devenus adultes qui viennent rappeler du coup ce deuil, cette histoire traumatique, euh, voilà, qui entretiennent un lien donc particulier avec le défunt. Et donc, dans les histoires également de deuil non fait, il peut y avoir des mémoires de deuils inacceptables, de deuil non fait, de deuil gelé. Et là, elle donne l'exemple d'une jeune fille enfin d'une femme qui a arrêté de dormir à partir de l'âge de 13 ans, parce que je vous l'ai dit au départ, c'était le deuxième cas à partir duquel elle a commencé à engager ses recherches, Marie-Noël. Et donc là, ce cas-là, c'était une femme qui a arrêté de dormir à partir de l'âge de 13 ans et qui n'a plus jamais dormi et qui ne comprenait pas pourquoi. Et en allant regarder dans l'histoire de la personne, il n'y avait rien qui laissait entrevoir une problématique au moment de la naissance ou une problématique d'attachement par rapport aux parents. Enfin, tout semblait très, voilà, assez lisse. En revanche, en remontant dans l'histoire familiale et en allant faire un peu de recherche, elle s'est rendue compte, en fait, elle était d'origine juive, ashkénaze, et donc elle a ses ascendants, donc la famille de ses grands-parents, de sa grand-mère notamment, a été déportée pendant la Seconde Guerre mondiale. Et il y avait notamment dans les membres de cette famille qui ont été déportés et qui sont décédés, une jeune fille de 13 ans qui était la cousine de sa grand-mère et qui était comme une sœur parce qu'elle vivait dans le même immeuble, elle se voyait tout le temps et tout ça. Et sa grand-mère, qui elle a été sauvée avec sa famille, n'a jamais pu faire le deuil de cette jeune cousine. Et c'est la petite fille derrière qui vient rappeler ce deuil traumatique non fait, comment elle, en ne pouvant plus dormir, en ne pouvant plus s'abandonner au sommeil, parce que l'angoisse de mort est trop présente, dans l'inconscient évidemment. Donc voilà ce que je voulais un petit peu vous dire sur les troubles du sommeil. Donc si c'est votre cas et que vous n'arrivez pas à trouver de solution, eh bien, je vous invite j'ai aucun, je tiens à le préciser, je n'ai aucune action ou, par rapport au livre de Marie-Noël, mais voilà, je le trouve tellement aidant et dedans, elle donne plein de ressources pour pouvoir se faire un autodiagnostic. Donc, je vous invite à aller regarder ce livre. En plus, je crois qu'il est plus en vente parce qu'il commence à remonter à quelques années, mais il est en vente en seconde main, oui, il est de 2014. Il est en vente en seconde main, on le trouve assez facilement. Donc, je vous invite à aller le regarder, à aller le feuilleter. Dedans, elle met plusieurs questionnaires qui permettent de faire un peu un autodiagnostic pour remonter dans son histoire. Et puis, bah, si vous avez besoin d'être accompagné sur le sujet, d'aller chercher un psychothérapeute, un psychanalyste ou quelqu'un qui travaille en transgénérationnel, ou si vous avez autour de chez vous quelqu'un qui travaille en aptopsychothérapie transgénérationnelle notamment, comme c'est mon cas en Bretagne, à Vannes, eh bien, je vous invite très très fortement à aller vers ce type de professionnels qui pourront certainement vous amener à mettre de la lumière et puis à apaiser cette histoire. Voilà, et à retrouver le sommeil.